Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Copyright L'Harmattan 2017. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr. ISBN 978 2 343 11 490 3. EAN 9 782 343 114 903. Remerciements. Je tenais à remercier les étudiants et les professionnels que j'ai eus en formation car ils m'ont enseigné l'essentiel de ce qu'aujourd'hui je tente de partager au travers de ce livre. L'Institut supérieur social de Mulhouse, ISSM, et ses responsables, pour m'avoir permis de développer librement des formations qui permettent à chaque fois des rencontres, mais aussi le développement de la pensée et l'exercice de la réflexion. Ces autres dont le lien invisible est une présence quotidienne, Jacques Selva, Charlotte Erfray, Patrick Gauthier-Lafaille. Le lien avec autrui ne se noue que comme responsabilité, que celle-ci d'ailleurs soit acceptée ou refusée, que l'on sache ou non comment l'assumer, que l'on puisse ou non faire quelque chose de concret pour autrui. Éthique et infini, Lévinas. Introduction. Écrire est du ressort de l'intime et représente une pratique personnelle. C'est aussi un acte que l'on pose. En effet, écrire à propos d'un usager, d'un enfant ou d'un adulte relève d'un acte singulier à plus d'un titre, du fait de l'auteur et du fait de la personne dont traite l'écrit. Celui-ci peut pour l'un et ou pour l'autre changer leur vie. Mais à se poser la question de savoir qui écrit, l'on remarque que la réponse n'est pas si évidente qu'on pourrait le penser de prime abord. Est-ce le travailleur social ou la personne qui écrit? Ou encore est-ce le sujet? Celui ou celle qui est habité par une intention au-delà des objectifs? Qu'en est-il de la relation avec la personne accompagnée, du lien entre le travail, les valeurs, la déontologie? Celui ou celle qui écrit est-il habité par son métier? Est-ce que le métier trace la limite de ce qu'il est possible et nécessaire d'écrire? Est-ce l'adulte que nous sommes ou l'enfant qui répond à une demande institutionnelle? Les questions de ce type pourraient être démultipliées. Qui écrit? Que veut dire endosser ce métier si particulier de nos jours? Ce métier qui demande encore à produire des écrits qui peuvent avoir une influence sur la vie d'un autre être humain. Que veut dire endosser un métier qui porte vers l'écriture? La demande de laisser une trace, de modifier l'ordre symbolique des choses et parfois la vie réelle des personnes. Les relations éducatives et sociales s'inscrivent dans une relation aux autres, dans l'attention qui leur est portée, parfois au travers de leur vie quotidienne. Il est question de souci de l'autre, d'accompagnement, de cheminement avec l'autre, d'humanité. Plus fondamentalement, la relation sociale et ou éducative est structurée par cette ouverture sur l'autre. Cet autre à considérer comme un frère humain quelle que soit sa situation, son origine, sa couleur de peau, son sexe, son odeur, sa religion. Les travailleurs sociaux le savent bien. Ce sont les actes, les comportements et plus encore les attitudes, mais aussi la parole et les écrits qui donnent sens à la relation à l'autre, aux relations sociales. Il s'agit cependant d'une relation a priori déséquilibrée, puisque l'un a dans son parcours de vie besoin d'aide et choisit de recourir à un travailleur social. Travailleur social présent pour tenter de répondre, d'une manière ou d'une autre, à une demande, voire à une difficulté de vivre ou à l'expression d'un symptôme. Y répondre certes, mais pas au pied de la lettre. Y répondre en tant que travailleur social, soucieux et attentif de préserver l'autonomie de celui qu'il va aider. Respectueux de son altérité et de ce qu'il peut balbutier, témoigner, manifester, tenter de dire à son corps défendant parfois. Les possibles en termes d'accompagnement sont bornés par un contexte institutionnel et juridique. Les limites du métier. Les limites du travailleur social en tant que personne, son envie, son désir, ses compétences et son éthique. Son courage aussi de témoigner ou non de ce qui se passe dans la relation qu'il entretient avec la personne qui l'accompagne. Les limites de celui ou celle qui vient demander de l'aide. Le travail social est en ce sens un travail qui se base sur la rencontre avec une personne et qui vient se situer aux limites du possible. Du côté de l'institution, le projet d'établissement, décliné en projet de service et en projets individualisés, vient modifier le rapport à l'autre dans la relation et le rapport aux écrits.
Du côté de l'institution encore. Il y a une culture d'établissement, qui fait que là où les façons d'y employer les mots y est ou sont singulières. Le langage y est soumis à des règles spécifiques. Il y a aussi une chaîne hiérarchique, qui fonctionne entre pouvoir et autorité, marquée par cette culture d'établissement, mais aussi par la façon dont chacun des hiérarques joue sa partition de mise en œuvre du pouvoir qu'il représente ou pense avoir. De ce fait, celui qui vient demander à être aidé sera a priori pris dans une place particulière qui facilitera ou non un travail interindividuel. Il représente également et à chaque fois un enjeu pour l'institution. Enjeu qui ne se situe pas forcément dans ce qui est formalisé. Parfois, et conduire une personne demandant de l'aide peut être un enjeu non formalisé. Le cadre juridique, en pleine évolution, demande aux travailleurs sociaux de plus en plus d'écrits. Mais paradoxalement, ces écrits sont de plus en plus maltraités, contraints, avec une volonté de standardisation qui résulte plus des effets liés à une déferlante managériale qu'à une volonté consciente. Ces écrits sont, depuis la loi numéro 2002-A2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, accessibles aux usagers et ou à leurs représentants et ou à leurs familles, selon les situations. Dans les faits, l'on pourrait se demander pourquoi ils sont peu utilisés par les intéressés. Comment écrire sans dénaturer, sans blesser, sans vexer ? Comment rendre compte le mieux possible d'une activité professionnelle en respectant les règles de communication écrite, de clarté et de synthèse, tout en gardant présent à l'esprit le cadre éthique et déontologique qui est le sien ? Comment, dans ce contexte, arriver à individualiser un écrit ? Comment ne pas se tromper dans l'écoute, l'observation, la compréhension de ce qui peut faire sens pour le travailleur social et ou pour la personne prise en charge ? Que veut dire respecter l'exactitude des faits ? Que peut signifier cette expression prisée des travailleurs sociaux, dire au plus juste ? Comment faire pour qu'écrire ne soit pas vécu comme une souffrance mais puisse rester un acte fondateur de sens et le cas échéant, procurer du plaisir, ce plaisir lié au travail bien fait ? Qu'est-ce que cela veut dire bien faire son travail en termes de travail social et plus particulièrement en termes d'écrits éducatifs ou sociaux ? Pour de nombreux travailleurs sociaux, le passage à l'écrit demande des efforts et la formalisation est parfois vécue comme une épreuve les mettant en porte-à-faux à l'égard de leur éthique ou en venant écorner la déontologie de leur métier. Trop souvent également, les écrits sont réalisés dans les interstices de leur emploi du temps et parfois même sur leur temps privé. Mais il est vrai que trop souvent, le passage à l'écriture est envisagé sous l'angle d'une contrainte et sous des aspects techniques et méthodologiques laborieux. Nous pensons qu'écrire peut être autre chose, une façon de rendre compte de sa pratique, de témoigner, d'exister sur son lieu de travail, de lutter pour défendre son métier, ses valeurs et la réalisation d'un travail de qualité tout en étant garant de sa relation à l'autre. Il faut pour cela exister en tant que sujet, choisir de soutenir ses convictions et pour cela il est nécessaire d'en avoir. Il faut encore s'autoriser à penser, à réfléchir et à tenir sa place, sans pour autant s'identifier à sa fonction. Écrire nécessite d'avoir quelque chose à dire, d'être animé par une envie, d'être engagé dans le monde. Écrire revient effectivement à s'engager dans le monde. Sans cela, il s'agit d'exécution d'une tâche pseudo-administrative ou de pratique du type copier-coller, qui permet de rester caché derrière la prescription du travail et de faire semblant de faire son travail. Écrire, pour le travailleur social et ou éducatif, ne se fait pas sans tenir compte du contexte dans lequel il est plongé, contexte institutionnel, social et politique. Nous y reviendrons. De l'autre côté de la réalité du travail social, se trouvent les cadres, éducatifs, socio-éducatifs, médico-sociaux, administratifs ou encore de direction. Pour eux, écrire est une autre paire de manches. Bien sûr, ils n'ont pas toujours à écrire directement à propos d'une personne. Fort heureusement, car trop, parfois, leurs écrits sont imprégnés des effluves gestionnaires qui envahissent le champ éducatif et social. Effluves dont ils sont les maîtres d'œuvre au travers du management, ce à leur corps défendant ou non selon la jouissance éprouvée au travers de leurs fonctions. Cadre mis à mal par l'introduction de modes de gestion issus du privé, et par une pression accrue des financeurs. Cependant, le champ social et éducatif échappe encore partiellement au secteur marchand de l'économie, mais pour combien de temps ? Les marges de manœuvre se rétrécissent chaque jour.
la pratique des appels d'offres et de la mise en concurrence des institutions, des projets, gangrène et parfois lamine le travail social et ceux qui le réalisent. Dans ce contexte, les cadres formulent souvent des demandes de formation pour les travailleurs sociaux auxquels ceux-ci sont plus ou moins associés. Leurs attentes sont simples: ne pas avoir d'ennui avec les écrits de leurs subordonnés, ce qui signifie avoir des écrits dits de qualité, aussi homogènes que possible et conformes à leurs attentes. Les attentes des cadres, les critères de qualité sont pourtant rarement définis, et quand la qualité signifie conformité à une attente non formalisée, les dérapages sont possibles et dans les faits plutôt nombreux, sans forcément être graves. Parfois, pourtant, les cadres s'expriment à travers des copies biffées de rouge, de réécritures systématiques, de commentaires maladroits griffonnés dans la marge, d'entretiens plus ou moins difficiles avec les travailleurs sociaux. Stigmate d'une scolarisation mal digérée. Combien de cadres stressés, insuffisamment formés, réécrivent en effet eux-mêmes les écrits des travailleurs sociaux sans réelle valeur ajoutée et sans savoir que c'est du simple fait d'un besoin narcissique de réappropriation de l'écrit? Besoin de sécurité recevable, mais mal à propos. Dans bien des cas, ce besoin de sécurité et de valorisation de soi au travers de sa fonction se fait au détriment du travail social et notamment de la coopération. Ces cadres se cachent alors derrière la haute responsabilité qu'ils portent, persuadés qu'ils sont, d'être les meilleurs défenseurs de l'image de l'établissement. Pas forcément facile de faire confiance, de déléguer, de respecter le travail de l'autre, voire de respecter l'autre, de le faire grandir quand on est soi-même stressé, avec le sentiment de manquer de temps et parfois de méthode. En effet, l'absence de méthode formalisée prend souvent la forme d'un rapport de force intersubjectif, sur le modèle du maître et de l'élève scorie de notre éducation, où l'un est censé savoir écrire et de ce fait apprendre à l'autre quoi et comment écrire. Comme si en matière d'écriture, seul le contenu, l'information était important. L'apprentissage de l'écriture dans une relation hiérarchique suppose de pouvoir quitter cette position de sachant, pour appeler le travailleur social à savoir ce qu'il veut, peut et doit écrire. L'ouverture d'une collaboration possible. Difficile parfois d'imaginer une collaboration à partir d'une place d'autorité, quand on reste soi-même soumis à des figures d'autorité qui hantent son passé. Combien de cadres répercutent la pression qu'ils vivent, s'évertuent à vouloir faire vivre des procédures en oubliant la coopération que l'on ne peut découvrir que dans la prise en compte du travail réel. Cette découverte est possible à partir d'une posture clinique. C'est l'autre qui sait, celui qui réalise le travail, c'est le réel qui nous enseigne. Voici un exemple d'objectif générique issu d'un cahier des charges qui a permis la mise en œuvre d'une formation. Remobiliser les acquis en matière d'expression écrite des professionnels des équipes de l'établissement. Permettre aux professionnels de mieux comprendre les enjeux de chaque écrit. Mieux adapter les écrits à leurs enjeux. Améliorer la qualité des écrits professionnels sur le fond et la forme. Connaître, respecter et donner du sens au cadre déontologique et réglementaire concernant les écrits professionnels. Mieux maîtriser les méthodes et techniques en vue d'une communication écrite efficace. Homogénéiser les pratiques liées aux différents écrits. Réaliser des écrits conformes aux attentes institutionnelles. Ce n'est pas et de loin ce qu'il y a de pire en la matière, puisqu'au-delà des demandes de conformité, du secours supposé des techniques, il y a de la place pour les enjeux, la forme des écrits, la déontologie. C'est dans un contexte de ce type que débutent souvent les formations avec les travailleurs sociaux. Parlons d'emblée de formation en termes de rencontres et d'un travail de CO-construction réalisé en pleine coopération avec les travailleurs sociaux. Cela est nécessaire pour définir concrètement les attendus de la formation et les réponses possibles et ce, en accord mais bien au-delà, en débordant les objectifs formels du cahier des charges. La formation s'inscrit donc nécessairement dans une transgression de ce qui est demandé dans le cahier des charges. Il n'est pas possible d'amener des personnes à progresser sur le chemin de l'écriture sans tenir compte de leurs souhaits, de leurs difficultés et de leur manière de considérer le rapport aux écrits. Il y a pour le moins des détours à réaliser. De la commande de formation de la direction à la formation s'appuyant sur la demande des travailleurs sociaux, c'est-à-dire liée à la réalisation du travail, il y a l'écart irréductible que l'on trouve entre le travail prescrit et le travail réalisé. Pour le formateur,
Il est parfois question de grand écart entre les attentes émises par la direction et celles exprimées par les travailleurs sociaux. De sa soumission ou non à la prescription se dégagera ou non un espace où se former, pourra prendre sens. C'est de tout cela que nous allons essayer de rendre compte. Il existe encore des directeurs qui élaborent dans leur bureau un cahier des charges de formation sur les écrits professionnels, sans y associer les travailleurs sociaux. Il existe encore des directeurs d'établissement qui pensent qu'après 3 jours de formation, il est possible de faire en sorte que les travailleurs sociaux produisent des écrits de qualité. Je vous les confie, faites en sorte qu'au terme de la formation ils soient formatés correctement. Il y a encore quelques directeurs qui ne savent pas que les travailleurs sociaux savent écrire depuis belle lurette, et que les difficultés répertoriées viennent témoigner d'un autre chose, qui se situe souvent essentiellement au niveau de l'organisation du travail. Nous essayerons de rendre compte du chemin parcouru dans les formations que nous animons, mais aussi de ce qui apparaît comme étant une complexité des écrits, et qui souvent ne représente qu'un symptôme du fonctionnement ou des dysfonctionnements des établissements sociaux, éducatifs. En effet, la problématique des écrits professionnels, pour la part qui revient aux travailleurs sociaux, ne se laisse ni réduire ni résoudre à une approche technicienne, elle ne peut pas davantage être résolue par la simple maîtrise de la langue française. Il y est question de bien autre chose que d'informations à transmettre. Il est question de posture professionnelle, de trouver en soi ce lieu qui permet l'écriture, cette liberté, cette créativité, mais aussi la possibilité de rencontrer l'autre et d'en rendre compte dans une manière qui préserve sa dignité. C'est sans ménagement que seront abordées des questions simples, parfois dérangeantes, mais fondamentales quant à la réalisation des écrits professionnels. Faut-il préciser que la lecture de notre écrit peut provoquer des désagréments, puisqu'il prend sans concession le parti du travail. Le travail est certes, toujours et d'abord un lieu de vie et de rencontre, mais aussi de confrontation de points de vue différents. Cette affirmation, si on y reste fidèle, conduit à s'engager en termes de valeurs. Ces valeurs sont en ce qui nous concerne à chercher du côté humaniste, et c'est pourquoi au terme management, nous préférons celui plus ancien d'encadrement du travail. Les responsables hiérarchiques s'identifiant à leur fonction, le sachant, ne trouveront évidemment pas de réponse aux questions qu'ils ne se posent plus. Il se peut même qu'ils jugent notre approche désuète, hors de propos, faute de pouvoir avouer qu'ils n'y comprennent rien. D'autres, plus proches du travail, pourront en contrepartie y trouver un questionnement issu de la pratique des travailleurs sociaux, à qui ce manuel rend hommage. Des questions qui permettront de cheminer et peut-être de modifier un tant soit peu leur pratique professionnelle. Chapitre 1. Les préalables à la formation portant sur les écrits professionnels dans le travail. Social TOU éducatif. 1.1. La question du positionnement professionnel et de l'acte d'écriture. Qui écrit ? Est-ce le professionnel ? L'individu ? La personne ? Le sujet ? Assurément la question n'est pas si simple, puisqu'il s'agit bien d'une personne qui intervient au travers d'un statut professionnel et qui réalise son travail par le biais d'une fonction et ce, de façon totalement singulière. Cette singularité appelée rôle, dans le schéma ci-dessous représente la façon unique, personnelle, qu'a un sujet de faire son travail à la place qui est la sienne dans une organisation. Une autre personne, à la même place, du simple fait de son altérité, réaliserait le travail d'une autre façon différente, et cela n'est pas rien. L'on n'insistera jamais suffisamment sur ce point. Chaque travailleur social fait un travail unique. Il n'y aura jamais sur Terre une deuxième personne faisant le même travail de la même façon. De ce fait, la rencontre avec la personne accueillie dépend en grande partie de la présence et prestation du travailleur social. Cette singularité signifie qu'il est toujours possible de faire autrement, même si le travailleur social n'en perçoit pas ou plus la possibilité. Que le sujet possède de fait des marges de manœuvre, c'est-à-dire une zone d'interprétation de sa fonction, dont il a ou n'a pas conscience. Cette interprétation de la fonction au travers de l'agir est une zone de liberté, voire, dans certaines situations, une zone de résistance. Quand cette marge de manœuvre est rétrécie du fait des prescriptions ou d'un management intrusif, la qualité du travail s'en ressent. Le travail et ceux qui le réalisent sont alors malmenés,
il serait possible dans un autre champ de parler de risques psychosociaux, voire d'altération de la santé. Précisons que si l'agir est condamné à cette singularité, car l'acte est singulier à plus d'un titre, il est intéressant d'avoir conscience de cette singularité et de choisir, au moins partiellement, ce qui caractérise cette singularité. Un acte étant toujours la conclusion ou la résultante d'un choix, conscient ou inconscient, entre plusieurs possibilités. Ce serait une façon de ne pas être totalement aveugle quant à ce qui fonde sa pratique. Cette façon d'aborder la question des écrits professionnels insiste sur la responsabilité de celui qui écrit. Il n'est pas exact de dire, comme je l'entends de temps à autre, « Je n'ai pas le choix, il est impossible de faire autrement ». Le choix existe, mais pris dans les méandres institutionnels, il peut arriver que le travailleur social ne distingue plus les possibilités de choix. Ce qui ouvre la possibilité de recourir à de l'aide sous diverses formes, recours à un collectif de travail, à de la méthode, à de la supervision, à un travail sur soi. Schéma de positionnement professionnel, CH. Erfray, in la psychanalyse hors les murs. La question, est-ce que j'agis en tant que personne ou en tant qu'acteur professionnel n'est pas sans importance car l'acteur professionnel a la possibilité de se référer à des techniques, méthodes, outils dans un champ de compétences lié à son métier de travailleur social. Et l'individu peut pour sa part s'appuyer sur ses représentations personnelles, son ressenti, ses émotions, ses envies, en fonction de son histoire et de l'humeur du moment. Mais l'individu peut également se référer à son éthique. Le travailleur social met régulièrement dans sa pratique sa subjectivité à l'épreuve du métier et de la réalité, d'une réalité pleine de misère et de souffrance. De ce fait, il importe qu'il clarifie autant que possible son positionnement professionnel et sa posture. Poser la problématique de l'écriture permet ainsi au travailleur social de modifier une approche qui serait trop auto-centrée, car il a la possibilité de s'altérer, au sens de devenir autre, en se confrontant aux outils du métier et à la question de l'éthique. L'écriture n'est donc pas une question où le moi, voire le moi-je, serait guidé par un fantasme de toute puissance. Au contraire, l'écriture est un processus d'altération du moi, nous y reviendrons. La fonction du travailleur social trouve sa définition théorique sur le lieu de travail sous des formes diverses du type définition de fonction, fiche de poste ou descriptif d'activité. Il s'agit de diverses formes du travail prescrit. La réalité du travail est bien sûr tout autre et l'écart travail prescrit, travail réalisé n'est jamais aussi important que dans le travail social qui se réalise en présence et à propos de l'autre et au travers d'une rencontre par le biais de la parole. Il importe, pour que la rencontre entre le travailleur social et l'autre puisse avoir lieu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.